Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast hebdomadaire de la cellule. Aujourd'hui, nous sommes avec professeur Pierre Milaz en personne d'Avignon. Bonjour. Tu nous viens du podcast du Val et aujourd'hui, on va parler de l'historique du jeu de société avec une présentation que tu vas nous faire. Et nous sommes avec Darky. Darky, ça va ? Salut tout le monde. J'adore te prendre à l'improviste comme ça alors qu'il est en train de fouiller. J'adore me faire prendre. Voilà, c'est ça. On improviste aussi. Et nous sommes également avec Natacha. Natacha, salut. Nous sommes avec Karim. Karim, ça va ? Oui, tout va bien. Ouais, on te voit sur la photo des podcasteurs de la cellule, mais on ne t'entend pas souvent. Hein. J'aimerais que tu viennes un peu plus souvent, Karim. Hein. C'est vrai, je ferai des efforts. D'accord, merci. Et nous sommes avec Erwan. Bonjour. Erwan qui fréquente également le podcast du Val d'habitude et qui aujourd'hui fréquente le podcast de la cellule. Nous sommes également avec le professeur Adrien Cahuzac. Bonjour. Oui, docteur, pardon, excuse-moi. Docteur. Et donc, aujourd'hui, ce thème de l'historique du jeu de société, un thème osé. Pierre. Alors je sais pas si c'est un thème osé, mais vu qu'autour de cette table il y a plusieurs joueurs qui sont adeptes des jeux de plateau, pourquoi pas partir un petit peu sur un sujet différent et faire un petit historique de ce qu'a été le jeu de société, ce qu'il est maintenant et voir ça ensemble. D'accord. On est Donc parti. c'est vrai que j'ai dit jeu de société, je devrais préciser d'entrée de jeu qu'on va parler du jeu de plateau. Voilà, on est plus sur le jeu de Ouais, plateau. Parce que le jeu de rôle est également un jeu de société. Là, on va vraiment faire exclusivement jeu de plateau. Même si Comme on sait Romaric, c'est toi le spécialiste du jeu de rôle. Je te laisse la section jeu de rôle et moi je m'occupe plus jeu de société. que ça marche. Et le docteur Cahuzac ici présent me relaiera si je fais des erreurs ou des oublis. D'accord. Ouais, on va voir. Enfin, moi, j'ai rien préparé, donc. Attention, hein. Mais Moi, justement, c'est clair. Jeu de plateau, je suis nul. Nul à chier. Toi, t'as beaucoup joué, Adrien. Moi, j'ai pas mal joué, mais après, je connais pas toute la bibliothèque et je connais surtout pas l'historique. Je connais les quelques dernières années assez bien, mais après ça, avant ça surtout. alors on va pas se cantonner juste aux dernières années puisque je vous propose de remonter mais bien en arrière À 88 miles par heure. à 88 miles par heure. On va remonter jusqu'au début du 3e millénaire en fait puisque c'est. Je croyais que t'allais dire du 3e Reich, et que ça allait parler de nazis et de dinosaures. Et... Non, alors le point Voilà qui Godwin, va nous c'est rappeler le Darky qui est souvenir. chargé de le distribuer tard. ici. Et ce sera au cours de la session, mais pas tout de suite. Alors, donc je parlais du 3e millénaire parce que on situe. Alors c'est un peu difficile, hein, comme on n'a pas vraiment d'archives ou de documents. On situe grosso modo au 3e millénaire l'apparition des premiers jeux de société. En fait, c'est surtout le dé, puisque c'est le dé qui a été inventé. Alors on se situe dans la région de l'Indus. 3e millénaire avant Jésus-Christ. Ouais. Waouh. Au secours. C'est si vieux que ça ? Ouais. Ah putain. Les premiers vache. dés, ouais. Première Ok. forme de dé cubique avec des points, le dé quoi. Sans Des 10 déconner. datent Ouais, du le 2e D10, c'est- millénaire Après à la Jésus-Christ. sortie de Vampire la Mascarade première édition. Ça, c'est incroyable, ça. Ok. Ah, ça remonte, ça. Alors en fait, on sait surtout qu'à l'époque, le jeu de société en lui-même n'existait pas vraiment, puisque les premières civilisations pratiquaient surtout les jeux d'adresse. C'était surtout le sport et tout ce qui est autour de la compétition sportive. Et c'était le chasseur. Hein. Et ça pouvait pas être pour la divination aussi, peut-être ou Alors le- si, alors, le ça c'est mysticisme après pour les. Là il faut. Alors, on est en train de remonter et pour les premières civilisations antiques, en fait le jeu de société était lié à la pratique religieuse justement, D'accord. puisque on sait que chez les Grecs par exemple, c'était les Pythis qui utilisaient les osselets pour les prédictions. D'accord. Que ces osselets, en fait, le jeu d'osselets a circulé ensuite grâce aux soldats d'Alexandre le Grand, qui ont appris les osselets des Grecs et qui, au cours des conquêtes d'Alexandre, Puis il manquait ont pas de fait circuler. cadavres pour récupérer des osselets. Voilà, c'est ça. Et mais ça c'est bien plus tard. Donc là, en fait, il faut vraiment les premiers jeux de société. Donc je vous ai parlé du dé, mais on peut pas parler du dé comme vraiment un jeu de société. Les premiers jeux de société, c'est les Égyptiens. Qui jouaient à. Alors, il y a plusieurs jeux qui apparaissent. Construis ta pyramide. Ils jouaient à la pyramide avec Patrice Lafont. Alors eux, ils avaient tout compris. Ils faisaient déjà du GN. C'était du jeu à l'allemande avec des petits cubes, mais Avec pas des en petits bois. coups, non, ouais. À Minecraft et à Lego, finalement. C'est ça. Donc ouais, on remonte aux Égyptiens puisque. C'était quoi les premiers jeux chez les Égyptiens? Alors les premiers jeux qui étaient vraiment identifiés comme tels, c'était des jeux divinatoires aussi, qui se jouaient. Alors un des premiers, c'était le Sénet. Le Sénet, c'est un plateau avec 3 rangées de 10 cases, et le but c'est de faire atteindre le ciel à ses pions.
Et c'est un jeu alors par contre, les dés arrivent beaucoup plus tard dans l'Antiquité, dans les civilisations. Donc on joue avec des baguettes. Le Senet se pratique avec des baguettes. On jetait des baguettes et en fonction de nombre de baguettes qui tombaient sur des faces colorées, on avançait notre pion d'un certain nombre de cases. Et le but, c'était une course en fait. C'était un jeu de course. C'est un jeu des petits chevaux quoi. C'est un peu ça, ouais. C'est un peu ça. Et il fallait être le premier à atteindre le ciel. On voit plus ça comme une marelle à la limite. Là. Ouais, c'est exactement. C'est exactement ça que je pensais. C'est la marelle vers le jeu. Exactement. Plateau, en fait. Et on pense en fait que la marelle et d'autres jeux, l'inspiration vient de ce genre de jeu-là, puisque les premiers jeux c'était de la course et c'était toujours les dieux, le paradis, le panthéon, tout ça. C'était forcément lié au hasard. Les premiers jeux, ils avaient déjà des plateaux, des bonhommes dessus, et ils avaient besoin de hasard pour faire avancer. Ils ont pas fait des jeux de stratégie, genre les dames assez vite. Ah non, les dames, ça vient beaucoup plus tard. Bien sûr, mais non, de en fait, style. je comprends pourquoi Darky est aussi frustré. Lui, dès qu'on dit hasard, ça lui fait pousser des boutons. Non, pas sur du tout, la pas du figure. tout. Je me demandais pourquoi. Non, les premiers jeux, c'était des jeux de hasard, ouais. D'accord. Ouais. Pas de déplacement. Pourquoi pas un jeu fixe, quoi, tu vois? Tu déplaces une, deux, Ça trois vient cases. beaucoup Et plus tard. la Wallet, La Wallet, ça ouais. vient quand? Alors la Wallet, donc la Wallet, c'est un jeu africain, c'est un jeu de semaille, on dit jeu de semaille, puisque le principe c'est de récolter des pions et il y a un parcours dans lequel on va semer ces pions au fur et à mesure. Et il faut avoir une stratégie de récupération de ces pions-là, puisqu'il y a des règles précises pour les récupérer. Alors ça, la Wallet, par contre, je saurais pas vous dire. Ça vient beaucoup plus tard. Parce que par contre, dans celui-là, il n'y a pas de hasard. Hein, donc. Non, il n'y a pas de hasard, mais ça vient plus tard. Je pense, je voudrais pas dire de conneries, mais je crois que c'est vers le Moyen-Âge. Hein. C'est pas avant. La Wallet, c'est pas avant. Ah ouais, donc c'est. Ouais. Début du Moyen-Âge, je pense que c'est ça. On pourra vérifier en cours. En même temps, si les jeux avaient un lien avec la religion et le mysticisme, je pense que le hasard était indispensable parce que c'est une sorte de. Exactement. C'est un acte de divination, Ouais. le fait de demander. Exactement, de en fait, décider. Puis si c'est une évolution du sport, comme tu disais, on a aussi besoin d'une balle, d'un bâton à taper, enfin on joue avec la physique, quoi. On jette un dé, on a besoin d'événements. Exactement. Et comme c'est lieu, en fait, les premiers jeux, comme ils étaient liés justement à cet aspect religieux, on les pratiquait surtout pour les rites funéraires, pour des cérémonies, et c'était pas considéré comme. En fait, nous on appelle ça un jeu de société maintenant parce que ça c'est ce qui rejoint le plus ce qu'on a actuellement, mais on peut pas dire que c'est un jeu de société vraiment, puisque on le pratique à des moments bien précis, et c'est pas dans. Alors oui, il y a de l'amusement. On peut même mais- se demander si c'est un jeu dans la mesure où c'est plutôt un rituel, c'est Voilà, plutôt c'est ça. une cérémonie en fait. C'est plutôt ça, qu'un jeu. c'est ça. Et en fait, le jouer à ce jeu permet de faire passer l'âme du défunt dans l'au-delà, Ouais, dans d'accord. les meilleures conditions possibles. C'est rendre hommage. C'est. Oh, j'ai perdu au jeu. Moi aussi. J'ai perdu. Ouais, moi aussi, du coup. Faudrait un jour peut-être expliquer à nos auditeurs ce que c'est que ce jeu stupide, non? Adrien, vas-y, explique. Non. Alors, chers auditeurs, arrêtez d'écouter à partir de maintenant. Je vous redire à quel moment vous pouvez recommencer à écouter. Ouais, explique le jeu, Adrien. Ouais, fallait finir par y arriver, je pense. Hein. On pouvait pas couper avec ce sujet. Donc le jeu, première règle, à partir du moment où vous connaissez le jeu, vous jouez au jeu, tout le temps. Deuxième règle, quand vous pensez au jeu, vous perdez au jeu. Troisième règle, quand vous perdez au jeu, vous l'annoncez de vive voix. Sous la forme que vous voulez, hein. Vous pouvez envoyer un SMS même si vous voulez, ça fait plaisir aux amis. Quatrième règle, une fois que vous avez perdu au jeu, pendant une demi-heure, vous n'êtes plus obligé d'annoncer que vous avez perdu au jeu. Et la dernière règle, qui est l'unique échappatoire, qui est que si un jour le Premier ministre britannique dit dans une allocution officielle « The game is over », alors le jeu prend fin. Voilà, je suis désolé. Maintenant, Natacha vous dira, vous pouvez reprendre l'écoute. Le problème, c'est que à ce moment-là, vous ne savez pas jusqu'où vous pouviez aller. Et bon. J'ai pas de signal visuel, donc je sais pas comment faire là. En tout cas, voilà, il suffit de penser à ce jeu pour y perdre. Évidemment, le premier à y penser annonce qu'il a perdu. Ce faisant, il fait penser à tout le monde au jeu et donc tout le monde perd ensemble. On a des joueurs habitués magnifique. autour de la table, là. Moi, je joue depuis très longtemps et je sais que je suis très mauvais. Mais hein. vous êtes en J'ai train de perdu pourrir tous les énormément de fois. podcasteurs. Moi, ça fait des années que je perds. Hein. Ouais, En moi fait, aussi, hein. au début, on était seul à perdre avec Adrien. Sur les podcasts passés, vous pourrez nous entendre de temps en temps perdre au jeu. Maintenant, on est là, on était combien à perdre là? On était 4. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de gens à jouer à ce putain de jeu. C'est une véritable contamination Je joue cérébrale. depuis le lycée. Hein. Toi, tu joues depuis le lycée. Ah, ça va. Voilà, fin de la parenthèse du jeu débile. Voilà, donc si vous nous entendez dire qu'on perd au jeu dans les podcasts de la cellule, voilà, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de fou autour de cette table. Pas Non, encore. pas du tout. Alors, nous étions rendus oui, au donc moment les où le Égyptiens. jeu devient Les une Égyptiens. cérémonie. Enfin, est une cérémonie. Avec le Senet, en fait, très peu de temps après le Senet, il y a un autre jeu qui Pierre. apparaît, c'est le Mehen.
Le Mayhem, c'est un jeu de serpent. On pense que c'est un petit peu l'ancêtre du jeu de loi. Du Snake. Alors, c'est pas tout à fait le même genre de Snake. Donc c'est un peu ce qui est l'ancêtre du jeu de loi, c'est-à-dire qu'on avait un serpent qui était enroulé sur lui-même, et le but c'est de faire progresser des pions dans ce serpent et d'atteindre le bout. Alors il me semble que ça se pratiquait avec plusieurs. On n'a pas qu'un seul pion. Avec plusieurs pions, il y avait 3 lions, 3 lionnes et des billes. Alors on ne sait pas exactement comment c'était joué parce que ce qui est problématique, c'est en fait, il n'y a pas de règles écrites avant le 2e siècle avant Jésus-Christ, je crois. On n'a pas retrouvé aucune trace de règles écrites, et tout ce qu'on retrouve des jeux, c'est soit des tables, enfin des tables, quand elles sont dans des matériaux moins périssables que le bois, donc plutôt de l'ivoire, de la pierre, ou alors des fresques, puisqu'on retrouve des fresques de nobles ou du pharaon ou de ses épouses qui jouent sur les fresques des pyramides. On retrouve des membres de la famille du pharaon en train de jouer à des jeux. D'accord. C'est comme ça qu'on a pu identifier que c'était des jeux. C'est sûr. On peut pas savoir si ce texte qu'on a retrouvé au 2e siècle, c'est le jeu ou un portage ou un remake ou. Voilà, c'est ça. On sait pas. Ça se trouve, c'est une réinterprétation de ce jeu, et donc on n'en connaît pas véritablement en les fait, règles. à partir du moment où on a des règles écrites, forcément, le jeu a été inventé avant. Très souvent, le jeu vient de la culture populaire, donc avant qu'il soit adapté, joué par une certaine partie, une caste de la population qui sait écrire, qui accepte le fait de jouer au jeu et de le retranscrire. Il y a souvent du temps, donc on peut juste faire des conjectures sur le moment où apparaît plus ou moins le jeu. D'accord. Et on voit des gens en fait en position en train de jouer. Comment, dans les hiéroglyphes, on les voit en train de jouer, on sait qu'ils jouent. Il y en a qui ont les bras en l'air. Sur les fresques, on voit une femme qui est assise avec devant elle une table et puis clairement des pions devant elle, et puis elle a le geste de bouger un pion. Et puis une bulle avec LOL, et on comprend du coup qu'elle s'amuse. Voilà, c'est ça. Mais là, c'est pareil. Comment tu fais pour savoir si c'est pas un geste cérémonial, ou stratégique, non? Poser des pions de guerre, peut-être. Non, tu sais pas comment les Égyptiens. Non, alors ça, non. Je pense ont tranché ces questions parce que c'est. Je pense que c'est le recoupement de ce qu'ils ont pu trouver dans les tombes, de ce qu'ils ont pu trouver sur les fresques. Des comptages de points, peut-être. Des petits carrés, des petits carrés. sur les murs de la pyramide. Non, mais tu déconnes, mais je suis sûr qu'on a. C'est possible. C'est possible. Je sais pas. C'est ouf. Alors, ce qui est très rigolo aussi, ce qui est très, très rigolo, d'un point de vue linguistique, pour toi, Natacha, en fait, en grec ou en latin, il n'y a pas d'équivalent pour le mot jouer. Le mot jouer n'existe pas. On se sert de mots pour désigner des objets que les jouet, enfants... jouet à la fin. Oui, jouet. D'accord. Jouet. Jouet, oui. Ouais. Moi, je dis un jouet. Je viens du sud, j'ai un très bon accent. Je dis jouet. Non, mais parce que donc parce que tu dis le du terme lait, de toi, ludique, par exemple, ou un poulet. du lait, un oui. truc comme ça. Oui. D'accord. Parce que du lait. Tu dis jeu de rôle ou jeu de rôle? Un jeu de rôle. Jeu de rôle. Jeu de rôle. Merci docteur Cahuzac pour drôle. Votre soutien. Et la linguistique est de notre Alors donc côté, il y a 2 sudistes là, à cette table et ils sont régulièrement pour rire par les autres ignares du Nord. Donc pas de Notre mots accent pour est le. chantin. Oui. Non, il n'y a pas de mots pour jouer en grec et latin. Non. Parce qu'il y a des mots pour le jeu, par contre. Alors oui, le jeu. Déjà oui. au jeu. Le jeu, oui, parce que le jeu est différent du jouet. Le jeu, comme il a cette dimension religieuse, c'est devenu, c'est quelque chose qui est intégré dans les mœurs. D'accord. La différence, c'est pas qu'un jouet n'a pas de règles, simplement. Un jouet, c'est un objet d'amusement instantané sans règles. Et un jeu, c'est quelque chose. Alors nous maintenant, on fait la différence entre jouer objet et jeu. D'accord, mais jeu un ensemble de règles qui. Le fait qu'il n'ait pas de mots crée pour l'amusement. désigner un jouet, ça veut pas spécialement dire que ça veut rien dire en fait sur le jeu. Non, c'était juste une anecdote comme ça. D'accord, Darky. pardon. Je cherchais pas. Je cherchais pas à introduire un concept ou quoi que ce soit. Et on n'a pas de lien non plus. Ah oui, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas de lien entre le jeu et l'éducation. Aujourd'hui, on parle beaucoup. Enfin, les années passées, surtout, on parlait beaucoup de jeux éducatifs, etc. C'est encore le cas. Quand c'est on encore parle le cas, colo, beaucoup le moins jeu que- a une vertu pédagogique et beaucoup moins qu'il y éducative. a quelques dizaines d'années où le jeu éducatif. En c'était vraiment animation, le jeu, c'est le cas. Je te Ah dis oui, pas non, d'accord, en si, cours, mais je en suis animation, d'accord. c'est le cas, Ouais. complètement. Et donc, justement, oui, mais parce que c'est beaucoup plus tardif, ça Ouais.
Enfin, ça, je suis même pas sûr que ça date de l'apparition des colonies de vacances, du coup. Alors ça, j'en sais rien du tout. Donc oui, c'est effectivement beaucoup plus tardif. Ouais. Et donc, à l'Antiquité, on n'a quasiment aucun lien entre éducation et jeu, donc les jeux éducatifs ou quoi que ce soit. Et il y a que Platon et Quintilien, je crois, qui font allusion dans quelques-uns de leurs textes sur ce genre qui émettent qui émettent l'hypothèse que le jeu pourrait favoriser. Et je crois que c'est uniquement lié au métier en fait, pour apprendre un métier. Putain. C'est le jeu comme moyen de passer à une tâche plus noble, plus. Putain, c'est fou. Donc sinon, grosso modo, dans les civilisations antiques grecques et romaines, c'est beaucoup les osselets, beaucoup les dés, les jeux d'argent, mais du hasard, c'est du hasard pur. Vraiment, le jeu de plateau, ça apparaît très très peu. D'accord. Le 421 et tout, quand par exemple dans Astérix on voit des Romains qui jouent au 421, c'est de l'anachronisme ou alors Alors ça, c'est une bonne question. Est-ce que le 421, est-ce que c'est si vieux que ça ou pas? C'est Astérix qui dit a pas dans Ramix, bof, ça prendra jamais chez nous ce jeu romain. Un truc comme ça. Ouais. Est-ce que c'est une blague ou pas? Ils étaient assez calés, je sais pas du tout. Uderzo, C'est des excellents latinistes, ouais. Donc bon. Mais je pense que c'est pas déconnant de se dire qu'il y avait des jeux de dés de combinaison, ouais. Ils jouaient beaucoup. De toute façon, les Romains jouaient beaucoup aux jeux de hasard. Ils aimaient les jeux de hasard. Est-ce que ouais. J'ai noté une question. Il y a des paris en plus sur les combats de gladiateurs, sur les courses de chars. C'est vraiment une question de fond de tiroir que j'ai noté, mais je me demande si en fait l'émergence de la stratégie dans les jeux, c'est pas une forme d'expression de la modernité où ça ne peut venir qu'après la philosophie des Lumières finalement. Parce que les échecs c'est beaucoup plus tôt. C'est beaucoup plus tôt, les échecs, ça va être début du Moyen-Âge. Ouais. Oui, mais tu vois, peut-être que si ça a vraiment percé, si vraiment ça a bien marché, c'est parce que, ça reflétait l'art de la guerre au sens stratégie. Enfin, je pense qu'en fait, pour qu'il y ait de la stratégie, il faut qu'il y ait de la science. On peut pas faire de stratégie avant qu'il n'y ait de science. Science du combat, science de la guerre, ça c'est lié. Alors que tant qu'on est dans une vision du monde qui est religieuse, dans la croyance, etc., on ne peut que croire que la victoire provient des astres, du hasard, de l'astrologie, des dieux tout simplement, etc. Puisqu'avant les batailles, on implorait les dieux, on faisait des sacrifices, et puis si on gagnait la bataille, c'est que les dieux l'avaient bien voulu, et si on la perdait, c'est peut-être aussi une vision très naïve de l'histoire que de dire oui, dans le temps on ne croyait qu'aux dieux, et aujourd'hui on se fie à la science et à la stratégie, mais je pense qu'il y a un peu de ça, en tout cas, dans la manière dont on fait l'histoire des jeux. Parce que ce qu'il faut voir, c'est que là, telle que tu nous la racontes, cette histoire-là, tu nous la racontes parce qu'elle est vue par des historiens qui te l'ont raconté, c'est-à-dire tu la connais par témoignage, tu as peut-être été faire des recherches à droite à gauche, et ces gens ont fait des recherches aussi qui vont dans le sens de notre modernité à nous et sont sociologiquement déterminées. Exactement, et c'est pour ça que je faisais ça que je faisais je donnais la précision au tout début. Le premier jeu identifié en tant que tel. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, avec la définition qu'on donne de jeu, ce qu'on a identifié à l'époque, les plateaux, les pions, les trucs comme ça, ce qu'on arrive à identifier en tant que jeu, c'est ça. Peut-être qu'il y a d'autres objets qui aujourd'hui on n'arrive pas à déterminer l'utilité, l'utilité qu'en faisaient les hommes à l'époque, qui pour eux c'était des jeux. Mais on est sûr quand même que de toute façon, même encore dans les civilisations antiques, la base de l'amusement, ça restait quand même le sport. Le sport, les activités physiques et tout ce qui était lié à la guerre et au combat. Donc pour eux c'était ça vraiment l'activité. Enfin les gamins très tôt on leur enseignait à se battre. Y a qu'à voir l'éducation dans les villes grecques des Spartiates. Bon les Spartiates c'est le cas extrême à chaque fois. Hein. Mais très très jeunes les gamins on leur apprenait à tenir une épée plutôt qu'à aller jouer au cerceau ou à jeter des dés. Quoi. Donc finalement les premiers jeux c'est les jeux au sens des jeux olympiques, c'est-à-dire des sports, des jeux d'adresse, des jeux d'athlétisme, etc. Ce que tu disais. Compétition entre exactement. Et le hasard est plus utilisé pour des fonctions cérémoniales et donc okay. C'est ça, puisque je le redis, le hasard vient des dieux. Donc en fait, nous, ce qu'on trouve amusant, on va dire, dans le hasard, le chaos, on ne sait pas ce qui va se passer. Et ça a une toute autre signification à l'époque, puisque finalement, il n'y a pas le hasard, il y a juste la volonté des dieux. Donc
Ouais. Est-ce qu'il y a vraiment de l'amusement dans le fait de jeter des osselets comme ça et de voir sur quelle face ça retombe? J'avais entendu dire que certaines civilisations jouaient à des jeux qui, à la fin, conduisaient au sacrifice des gens qui y jouaient. On parle souvent c'est plus récent, hein, mais par exemple des Mayas qui pratiquaient, ou des Aztèques, je ne sais plus, qui pratiquaient ce sport où à la fin, l'équipe victorieuse était sacrifiée pour les dieux. Donc il y avait aussi des enjeux, à mon avis, derrière ces jeux cérémoniels qui étaient beaucoup plus importants que les enjeux qu'on met aujourd'hui derrière nos jeux. Ouais, exact. Ce dont tu parles, c'est le jeu, je sais plus comment ça s'appelle, le jeu où Le jeu où ils avec ne la peuvent balle jouer qu'avec les coudes et avec les ouais, genoux. c'est ça. Ils faisaient passer une balle à travers un anneau de pierre là. Qui est positionné non pas à l'horizontale comme au basket, mais bien Le à la Quidditch. verticale. Le Quidditch, c'est ça, absolument. Ils n'avaient pas besoin de chevaux justement là-bas parce qu'ils avaient déjà les balais volants en fait. Hein. Alors justement, Rome, tu me donnes une très bonne opportunité de transition. Bien. Puisque en 813, donc là on va passer vers le Moyen-Âge, l'Église interdit les jeux, tout simplement, les jeux de hasard, et décide, donc 813 c'est le concile de Mayence, décide de sanctionner tous les gens, tous les hommes qui seront surpris en train de jouer à des jeux d'argent. Voilà. Et en fait le Moyen-Âge c'est une époque qui est assez obscure, bon, pour plusieurs raisons, et pas forcément que dans le domaine des jeux, n'est-ce pas? Parce que les jeux vont être très peu développés. L'enfance, c'est une période de la vie qui est vue comme plutôt mauvaise, et donc tout ce qui est jeu va passer à la trappe, clairement. Que ce soit chez les gamins ou que ce soit pour les adultes, puisque le seul jeu qui est autorisé va être l'ancêtre des échecs. Voilà. Donc les échecs, il me semble que c'est vers 950, 960 par là. On pense que ça vient de Perse ou de l'Inde, et à la base c'était des figurines qui représentaient donc des armées. Et quand le jeu a été introduit en Occident, on l'a occidentalisé, on a changé les effigies des pions et je crois que les tours c'était des chars, donc ils sont devenus des tours. Les fous étaient des éléphants. Le roi c'était donc le roi, l'empereur, et la reine était le vizir. Sur la version occidentale, c'était le vizir du roi et c'est devenu la dame. Il y a que les cavaliers qui n'ont pas changé, qui sont restés des cavaliers. D'accord. Voilà. Et donc ça, par contre, curieusement, c'est le seul jeu qui est autorisé et pratiqué au Moyen-Âge. Alors, je dis curieusement, mais en fait, c'est pas curieux. Au Moyen-Âge, c'était toujours un peu le même état d'esprit. C'était la guerre avant tout. Donc, un jeu qui simulait un état de guerre et une compétition entre deux généraux, c'était pratiquement le seul Le summum. le seul jeu qui pouvait être autorisé. Donc voilà, les échecs et puis un peu plus tard les dames aussi. Mais tous les jeux de hasard, les jeux d'argent, proscrits. Ça, c'est en Occident, mais qu'est-ce qui se passe chez les Arabes à ce moment-là? Parce que eux, ils sont en pleine effervescence culturelle. Est-ce que tu sais, parce que à mon avis, il se passe des choses là-bas. Ouais, alors ça, par contre, j'en sais beaucoup moins de ce côté là-bas. On va rester sur l'Occident. Non, ça me paraît intéressant aussi de parler des autres peuples. Mais je suis d'accord, mais du coup, s'il a pas fait de recherche, moi, je le connais beaucoup. J'aimerais bien, mais moi, je ne connais pas. Tu as commencé à en parler en disant que ça avait été importé. Hein. Il me semble que dans les années 800, les jeux de cartes doivent commencer à exister dans les régions arabes. Oui, alors chez les Arabes, oui. C'est quelque chose qui vient. Alors, qui vient de Chine. On ne sait pas trop d'où ça vient, a priori de Chine, mais c'est compliqué parce que ça a pu faire plein de trajets différents. Exactement. Alors, les civilisations commerciales et commerçantes plutôt, ont beaucoup contribué à son expansion. Donc, les Arabes l'utilisaient pas mal. Ouais. Alors les cartes, moi j'avais prévu d'en parler un petit peu plus tard parce que ça arrive en Ce que je veux dire, c'est que tard. du coup, si tu n'as pas travaillé ça spécialement, on va pas. Non, je voudrais pas demander dire de nous parler d'une non, époque et d'une civilisation. Juste un mot. Juste sur les échecs. Moi, j'avais lu qu'ils étaient beaucoup plus anciens que la date que tu as donnée pour l'Occident. Mais alors, je veux bien croire que c'est cette date-là pour l'Occident, que c'était lié au développement de l'État en Mésopotamie. Vous avez beaucoup parlé, à juste titre, je trouve, du parallèle entre les jeux, le hasard et les religions. Le développement, on a fait le parallèle entre la guerre et les jeux, l'administration publique aussi, et le jeu, et la structuration de l'État, et sa forme pyramidale, avec des jeux évidemment compétitifs pour une aristocratie. Peut-être que là-dessus, il y aurait des choses à creuser, mais j'ai pas poussé à le chercher. Ouais, parce que ça, en fait, on va le voir, ça va se préciser au fur et à mesure, c'est que les jeux sont d'abord l'apanage de l'élite. Les jeux vraiment, on parle vraiment des jeux de société. Les jeux sont l'apanage de l'élite puisque le peuple joue plutôt à des jeux d'adresse, aux quilles, aux cerceaux,
moins de jeux de réflexion. Donc effectivement, t'as raison, Karim. Du coup, on a certaines idées qui vont se transmettre à travers les jeux. C'est vrai que maintenant que je pense à l'histoire des échecs que j'ai en tête, j'imagine le roi. Je sais plus que c'était un jeu qui avait été inventé pour un roi justement arabe qui s'ennuyait, ou alors je confonds avec des histoires de Sherazade. Je me demande s'il n'y a pas une histoire dans Sherazade où c'est un des gars, un des vizirs du. Il y a quelque chose de confus dans ma tête, mais je crois. Moi, il me semble, j'avais entendu une légende qui dirait que le jeu de dames était né en Chine. Parce que il y avait un empereur s'ennuyait et que du coup c'est peut-être ça, il avait demandé alors je sais plus à des conseillers ou enfin des gens autour de lui d'inventer quelque chose qui le divertisse. Qui le divertirait. Voilà, mais alors je sais vraiment pas à quel point c'est. Il me semble pas que ce soit c'est vrai que les Chinois ont un jeu d'échecs qui est assez ancien. Je pense que le Shogun n'est qu'une version plus moderne. Ça c'est moderne. En fait on peut remonter très très loin. Je sais plus comment ça s'appelait. On est en train de mettre du chaos dans ton plan. Le Chandaran ou un truc comme ça qui vient d'Inde. Je crois que l'ancêtre vraiment des échecs s'appelait le Chandaran et ça vient d'Inde. Il me semble que c'est ça. De toute façon, cette zone Mésopotamie, Indus et Chine qui sont complètement liées, c'est la même culture qui traverse. Je veux pas faire l'impatient. Le Go, c'est avant ou c'est t'en On parles pose plus tard. plein de questions dans le Tu désordre. sais un peu l'origine du Go. Alors le Go. Go. Et puis après on reprend ton ressortir, mais non, comme ça, j'aurais peur de te dire une bêtise. Le Go. Ignore la question. T'en parleras peut-être plus tard. Ouais. On reprend ton plan parce que là on est en train de te faire digresser et du coup. Le problème c'est que c'est hyper vaste comme sujet, donc je veux vraiment essayer de vous en donner. Non, mais justement on va continuer. Alors c'est vrai que j'ai pris surtout l'Occident parce on s'est arrêté en 813. Non mais on va venir en fait aux époques actuelles maintenant et sur les jeux qui se font maintenant. Oui, bien sûr. C'est un historique pour arriver à ce qui se fait en Occident aujourd'hui et pas. Ok. Donc on s'était arrêté en 813. Tu me disais que la religion... 813, le concile de Mayence qui dit les jeux de hasard et d'argent sont proscrits. Donc c'est pas pour ça qu'il y en a plus, il y a toujours des jeux, mais en théorie, quelqu'un qui est pris à jouer à ce genre de jeu peut être sanctionné par l'Église. Et on sait qu'avec l'Église, ça peut aller très très loin. L'excommunication, etc., le budget, bon. Voilà. Donc, toujours... Ah oui, pour terminer sur le jeu d'échecs, on suppose que les règles définitives date de 1600 entre 1600 et 1700. Pas avant. En fait, les règles ont évolué. L'ensemble des pièces est à peu près toujours le même, mais pour tout ce qui est déplacement, etc., ça a évolué. Et vraiment, les règles codifiées en tant que règles d'échecs et comme on joue aujourd'hui, c'est 1650 à peu près autour de ces dates-là. Juste, on va faire une pause, parce qu'il y a Soren qui s'excite complètement. Donc du coup, ça va peut-être te permettre aussi de... Donc après cette petite interruption, on va refaire un point rapidement. Donc j'ai vraiment centré le podcast aujourd'hui sur le jeu en Occident, puisque le but c'est d'arriver aux années actuelles, donc D'accord. Et de décrire un peu les jeux et l'évolution telle qu'on les connaît aujourd'hui. Donc c'est vrai que c'est pas mon domaine de prédilection, donc je préfère pas vous dire de bêtises en disant les Arabes ils ont fait ça. Quand je sais pas, je préfère dire je sais pas. Voilà. Non mais c'est à ton honneur. Donc donc on est toujours au début du Moyen-Âge. Donc les jeux de hasard d'argent sont interdits par l'Église, les échecs arrivent, s'occidentalisent et se développent. Le jeu de dames apparaît un peu plus tard. Il arrive pareil en Occident beaucoup plus tard, puisque on pense que c'est après le Xe siècle que les dames arrivent en France. Alors les dames telles qu'on y joue maintenant, on suppose que ça l'origine c'est le sud de la France ou l'Espagne. On sait pas trop. C'est des régions du sud. Il y a quelqu'un dont le portable est pas loin du micro et ça, ouais, c'est ça. C'est les iPhones et les trucs comme ça, pas sur la table. Non, ça fait vraiment du bruit. Voilà, donc grosso modo, je vous en dirai pas beaucoup plus sur le Moyen-Âge parce que c'est vraiment pas une période faste pour les jeux. Et on va conclure juste en parlant des cartes, l'apparition des cartes. Au 14e, donc comme tu disais, Adrien. Donc les cartes à la base, on suppose que ça vient de Chine pendant l'Antiquité. Comme les Chinois commercent et exportent les cartes voyage aussi, et petit à petit, ça finit par arriver. On a vraiment des jeux de cartes qui apparaissent au 14e
en Occident. Si on passe à la Renaissance, donc là déjà ça devient un peu plus intéressant puisque en fait la Renaissance ça va être une étape assez importante pour le jeu. Avec l'apparition des thématiques des humanistes, etc., les réflexions sur le développement, en fait, on va plus considérer les jeux dans une approche éducative. On va commencer à se dire bon, le jeu finalement c'est peut-être pas que l'apanage du diable. On peut trouver des choses intéressantes dedans. Il faudrait voir comment l'utiliser pour faire apprendre aux gamins, pour transmettre des connaissances, etc. Très bonne idée. Et donc, pour revenir sur l'histoire du jouet, sur le mot jouet, le mot jouet apparaît dans le dictionnaire français aux alentours de 1530. C'est la première apparition de jouet avec une définition dans le dictionnaire. Et curieusement, les idées sur le jeu vont évoluer grâce aux jésuites. C'est les jésuites qui vont introduire les premiers le jeu dans leur enseignement, dans leur collège, entre leurs étudiants, pour l'émulation en fait. Pourtant, ça rigole pas les écoles jésuites. Oui, les quelques jésuites, copains qui en ont fait, exactement, qui sont passés par là, m'ont dit que ça rigolait pas des masses. Hein. C'est pas. Ah non, les jésuites, c'est pas la branche. C'est pas la branche la plus drôle. Non, effectivement. Et pourtant, on a des travaux de jésuites justement sur le jeu entre leurs étudiants. Alors, il y en a un qui s'appelait. Est-ce que j'ai mis la référence? Ouais, Thomas Murner, début du 16e, qui a créé un jeu de cartes logique pour apprendre la logique à ses étudiants. Et donc il avait théorisé là-dessus, il avait écrit et il avait fait tester dans ses classes. Et il a eu tellement de bons résultats qu'on l'a accusé de magie. On l'a accusé de pratiquer la magie. Voilà. Il a gagné l'As d'or à Cannes d'ailleurs cette année-là. Voilà, l'As d'or à Cannes, c'est 100. D'accord. Donc comme quoi, ils ont beau être parfois en avance sur leur temps dans certains domaines, il y a certains côtés qui les rattrapent. C'est intéressant quand même de voir que ce qui t'intéresse, toi, dans ton historique, c'est le moment où le jeu devient potentiellement éducatif et source de connaissances, de savoir. C'est rigolo, tu vois. Parce que quand je te disais que les historiens, sur même toi en fait, en tant que, etc., ouais. Parce qu'en fait, c'est aussi les premières idées sur ce thème-là. Avant, le jeu c'était soit réservé aux enfants et les enfants n'étaient pas considérés comme des personnes avec la même valeur que l'adulte. Hein. Ouais. Donc on s'occupait pas des jeux. Clairement, les enfants ils jouaient et puis il y avait pas de jeu avec des règles, etc. C'était vraiment des jouets, la poupée, l'épée, le bouclier, le cheval de bois, etc. Là vraiment, on commence à se dire le jeu, c'est-à-dire un ensemble de règles qui va faire tendre vers quelque chose, a peut-être un intérêt pour faire apprendre des choses. C'est une nouvelle vision. C'est la première apparition de ce genre de vision. Une autre chose qui se dit à ce niveau-là et qui explique l'apparition tardive des jeux dans l'histoire de l'humanité, c'est l'idée que on ne peut pas jouer et se fixer des règles ad hoc si avant tout on n'a pas résolu les premiers problèmes que nous pose la planète, à savoir trouver trouver de la nourriture, etc. Et que dans la pyramide la fameuse pyramide des besoins dont on parlait, on a moult fois parlé dans la saison 5, justement le jeu et ses activités culturelles se trouvent tout en haut parce que d'abord il faut subvenir à ses besoins. D'abord faut manger, faut se reproduire. Karim, dès qu'on parle de pyramide, j'ai l'impression que ça m'excite. D'où le fait que les aristocrates soient les premiers à jouer. Voilà. Ouais, exactement. Ça c'est évident. Exactement. Parce que ils ont pas ils ont pas cette contrainte là. Ouais, à trouver leur nourriture eux-mêmes. Ils ne jouent pas au même jeu que les. Ils ont pas à jouer à ce grand jeu qu'est la survie. Et je pense qu'aussi ce sont les premiers à utiliser l'aspect éducatif du jeu. Oui, se bien former, sûr. se stimuler entre eux. Ouais, c'est logique. Ça semble logique. Oui, d'ailleurs, pour rebondir sur ce que tu dis, Karim, c'est le jeu à la Renaissance quand il va vraiment se développer, ça va être parmi la noblesse, puisque le jeu là a vraiment une volonté éducative. On va apprendre aux fils comment conduire une armée, comment gérer des ressources, comment on va faire des jeux de lecture aussi pour lui faire apprendre le discours, la rhétorique. Natacha. Est-ce que les jeux poétiques
en salon, par exemple. Alors c'est pas encore, on parle pas Alors encore ça de arrive salon, plus mais après. oui, mais enfin sur par exemple les blasons, tout ça. Ouais, l'héraldique, l'héraldique, ça faisait partie des jeux de la noblesse. Apprendre à reconnaître les blasons. Non, c'est pas les blasons dans ce sens-là, c'est les blasons Natacha. dans le sens poétique. Le blason du beau d'accord. sourcil, par exemple, tout ça. Le blason, c'est aussi un genre poétique. Et ça... Mais justement, ouais, la poésie en soi, c'est un jeu parce que oui, quand mais on c'est ça, écoute mais il me semble que Ronsard et c'est Dubélé, à peu près à cette époque-là, voire juste un tout petit peu C'est plus un tôt. peu plus. Plutôt tu. Ouais, je me demande si c'est pas sur la fin du Moyen-Âge, mais. Moi j'ai Parce entendu que- dire que c'était un peu plus après. Mais là, on Alors, rejoint le jeu pour la compétition, l'ajout verbal, la beauté du mot. Non, mais c'est pareil, hein, un match de foot pour savoir qui est le plus fort, c'est pareil que dans le sens jeu. la Quand poésie il y a c'est pas de la plateau. compétition. Non, quand elle est faite en mode, voilà, affrontons-nous pour le Alors, rime, pour la. vous pensez la aux rime films parfaite. ridicules et à ce genre de choses, mais là on est plutôt au 18e. non, c'est- alors là, Les- là, on est encore. Les jeux poétiques pour qui est-ce qui arrive à faire le plus beau poème en le moins de temps possible, par exemple, ou qui est-ce qui Natacha. arrive à jouer avec les contraintes, etc. Il me semble que c'est cette période-là, et Oui, c'est alors, même, ça, et c'est je pense fin du même que c'est Moyen-Âge, ouais. juste un peu plus tôt. Dans la noblesse, ouais, exactement. Ouais. Mais ça, c'était. D'accord. Alors, est-ce qu'on considère ça vraiment comme un jeu? Je sais pas, parce Si. que c'était beaucoup des jeux. J'allais dire des jeux de filles, mais si. Oh la Non, pas dans le sens. Alors les, stop, les précieux, c'est le écoutes. 17e siècle, monsieur. Non, je parle pas de ça. C'était tout ce qui a On trait va à t'envoyer la les chiennes de galanterie. guerre. Tout ce qui a trait à la galanterie n'était pas considéré comme un jeu dans le sens comme pouvaient être considérés les échecs au Moyen Âge. C'est un jeu, mais c'est sérieux. Les échecs, c'est très sérieux. C'est à la veillée, on va jouer avec l'oncle qui allait faire les croisades et qui revient pour partager ses récits. Entre deux récits, on va faire une partie d'échecs contre l'oncle. Et ça fait partie, socialement, c'est quelque chose de très important. Ça veut dire que le fils de la famille, il est accepté et on le considère comme un homme. Là, ce dont tu parles, Natacha, tous les jeux de lettres, etc., je pense que c'est plus considéré comme de l'amusement, plutôt Ouais, que mais vraiment un jeu. Bah, La galanterie pour oui, mais du trouver coup, la donzelle à marier, c'est aussi important, non, je pense, pour la famille. Ouais, mais Ah, c'est pas je dans dis ce pas que c'est pas but-là, important. Adrien. Je dis pas que c'est pas important. C'est pas dans ce but-là. Mais du coup, oui, mais alors qu'est-ce que tu mets dans la définition de jeu? Enfin. De jeu de plateau, ouais. Est-ce que c'est un jeu de plateau? C'est ça que tu Ah, demandais, Darky, ouais, je t'ai pas mais entendu. alors est-ce que, enfin. Ouais, je parlais vraiment du jeu de société. Moi, je pensais vraiment au jeu de société parce qu'après, le jeu en lui-même, c'est hyper large. Tout ce qui est jeu de lettres, jeu de l'esprit, ça va très très loin. Ouais, non, mais c'est vrai, on s'égare en fait là. Ça va très très loin. Moi, Bah, désolé. Non mais mais c'est intéressant. Enfin attention Natacha, je suis pas en train de dire que c'est pas inintéressant, mais juste que c'est vrai qu'on est parti sur le jeu de plateau et que là on est en train d'explorer la notion de jeu comme on la défend sur la cellule, à savoir comme mouvement dans un ensemble de contraintes données. Et je crois, bah oui, je sais, je sais. Mais c'est je très suis compliqué, absolument mais- pas compétent pour te parler de ton sujet. Je pense que t'en sais plus que moi là-dessus. Ouais, non, mais, enfin, oui, mais Natacha. c'est à l'époque, c'est encore dans un ensemble de, enfin, c'est encore, oui, c'est dans un ensemble de contraintes données. Enfin, alors Oui, c'est oui, pas oui. du jeu de plateau, donc on va refermer la parenthèse très vite, mais le blason, ça a des contraintes particulières. Il faut un certain nombre de syllabes. Il faut que ce soit sur une partie du corps, Ouais, que ce d'accord. soit élogieux. Enfin, il y a quand même un certain nombre de contraintes. D'accord. C'est pas, vas-y, crée-moi un poème et on va voir ce que ça donne. Quoi. D'accord, ouais, ok. Ok, mais j'avoue que là, je saurais pas t'en parler. Bon, mais Je sais pas du tout. effectivement, c'est pas du jeu, c'est pas sur un plateau, quoi. Voilà. Bon. Enfin, en tout cas, la Renaissance, on voit que c'est l'émergence d'un nouveau type de jeu, un jeu dans lequel on cherche à s'instruire à travers le jeu, C'est ça. Ouais. et non plus uniquement soit à prédire l'avenir, soit à lire la volonté des dieux. C'est vraiment là on passe à un niveau qui est éducatif, scientifique, sciences techniques, savoir-faire, ce qui n'était pas le J'ai une cas petite avant. question. Moi, j'ai deux images c'est un jeu, contradictoires dans ma tête. On disait tout à l'heure que c'était plutôt les milieux sociaux élevés, hop là, qui jouaient, ce qui me paraît normal, puisqu'évidemment loin des contraintes de la survie. Et d'où me vient l'image alors des paysans dans une taverne qui jouent aux cartes pour faire passer leur journée? Des jeux vidéo peut-être. Non, alors clairement, les paysans, la taverne dans la journée, ils y étaient pas. Ils étaient au champ en train de trimer, de retourner la terre. D'accord. Donc même le jeu d'adresse, il a jamais évolué chez, Non, alors, chez les. Dans ces catégories de la population, c'est toujours pareil. Soit des jeux d'adresse de force, très souvent, ou alors c'est des jeux de hasard, mais vraiment pas poussés. Ça reste les dés, ça reste les paris, des choses comme ça. Et, le jeu de cartes.
Alors le jeu de cartes apparaît assez tôt finalement, mais avant qu'il y ait vraiment des règles, des jeux avec des règles stables qui circulent, que tout le monde connaît, il va falloir attendre un moment, parce que c'est ça aussi le problème à l'époque, c'est que les règles écrites, on en trouve encore assez peu. Et donc il faut se trouver dans un milieu qui connaît ce genre de jeux et de règles et se les transmet. Donc ça clairement dans le milieu paysan, non, les paysans ils sont au champ. Ouais, hein. c'est clair. Je sais que le jeu de tarot, par exemple, à partir de même pas 1500, il est déjà joué avec des règles qui sont très très proches de ce qu'on a. Ouais. Ce qui va évoluer, c'est le nombre de cartes d'atout, mais sinon, c'est assez proche de ce qu'il y a. Et vu que c'est très joué par des commerçants, je pense que c'est aussi joué par des gens du bas peuple. Les commerçants, ça restait, c'était une Et élite. les commerçants, j'entends pas que le dirigeant du capitaine du bateau, ça va être aussi ces matelots qui sont à port. Ouais, ça dépend du contexte social, mais si on part de l'oisif, qui est le premier à pouvoir pratiquer le jeu après l'aristocratie, c'est le soldat, puisqu'entre Ouais. deux guerres, Exactement. ça Ils prend du s'ennuient. temps. Il y a des formes d'État qui ont déjà soldats professionnalisés. Et ce que tu cites, peut-être, Adrien. c'est là où le prolétariat va commencer à avoir un peu plus de temps aussi. C'est la période des communes, des villes libres, des villes franches. Là, on va retrouver, du coup, c'est des marchands, les classes masses. C'est plus vraiment des marchands. Ils prendront le pouvoir et ils détruiront Bah oui. la cité C'est libre. déjà Mais des bourgeois. là, oui, les bourgeois au sens de gens du bourg. Oui, C'est oui, plus- oui, pas du tout tout à au sens où on l'entend aujourd'hui. quoi. Non, mais je veux dire, c'est des gens qui ont une certaine culture. Tout à fait, voilà, ouais, tout à fait. Les ancêtres des syndicats, des choses assez évoluées. Peut-être qu'ils ont le temps et le niveau culturel pour jouer. Mais on est entre le 10e et le 13e siècle. Je sais pas quel jeu il y a disponible à cette époque. On continue après la Renaissance, c'est Sens Mort, je crois. Non, pardon, oh putain. C'était un podcast Comment on dit, Rome, sur le jeu de autopromo, plateau. c'est ça Autopromo, ouais. Des formations professionnelles. Oui, donc qu'est-ce que je peux vous dire de plus Sur la Renaissance. Sur la Renaissance. Oui, donc c'est pour continuer sur les cartes. C'est à ce moment-là aussi qu'on assiste à la recrudescence des jeux de paris et de cartes d'argent. Et ça on le sait parce que il y a tout simplement ils sont de plus en plus taxés. Il y a énormément de taxes sur ce genre de jeu. Ouais. C'est une. Donc là, on a des traces historiques administratives. C'est-à-dire, on voit les taxes qui sont faites sur les jeux et donc on suppose que ces jeux d'argent existent. Alors, c'est quoi? C'est des paris sur des Ouais, c'est courses, ça, c'est du dé, c'est du sport, du dé. Ah, tes souhaits. C'est du dé surtout, c'est des jeux de cartes et de paris. Il devait y avoir une espèce d'ancêtre du Perudo ou un truc comme ça là, avec les gobelets, les dés. Il me semblait que j'avais lu un truc là-dessus. Je sais plus exactement comment ça s'appelait. Je sais pas, peut-être que c'est sous l'Ancien Régime, c'est un peu plus tard, mais avec le développement de l'administration royale, il y aura des formes de loterie. C'est Oui. un peu comme la Française des Jeux aujourd'hui, C'est ça. qui sont taxées. Les loteries, mais D'accord. ça viendra un peu plus tard. Les loteries vont vraiment gagner en considération auprès des gens et ça va devenir mais vraiment une mode. Hein. La loterie, ça va être un truc de malade. Alors, pour continuer, du coup, on va passer. Alors, ce qu'il faut retenir ensuite, c'est l'opposition donc entre les humanistes et puis toujours cette partie du clergé. Tu veux dire quelque chose, Romain ? Alors, c'est Adrien me signale que tes oscillations sont assez basses et donc il faudrait que tu redresses ton micro près de D'accord, ta bouche. je vais Parle dans essayer. la mousse. Je vais Voilà. essayer de parler plus près du micro. Mais ça va, ça le fait. Du coup, oui, ce que je voulais souligner, donc c'est le différent entre les humanistes qui voient plus dans le jeu, il y en a qui cherchent des réflexions, ils ont des réflexions plus éducatives, le jeu comme moteur d'apprentissage, et certains religieux, la religion en général, les jansénistes notamment. Il y a deux, donc là on est au 17e. Hein. 17e, deux grands théoriciens de l'époque sur le jeu, c'est Comenius, alors c'est un Tchèque, il me semble, et Locke, qui les deux ont des théories sur le jeu et ils reconnaissent l'aspect éducatif du jeu et pensent qu'on peut vraiment apprendre beaucoup de choses à travers le jeu aux jeunes. D'accord. Et enfin, je dis aux jeunes, mais on l'utilise aussi pour les moins jeunes. On entre gentiment vers les lumières, là, ça y est. C'est exactement ça. Ouais. Donc ensuite, si on passe vers les lumières, alors ce qui est rigolo, c'est que les lumières, finalement, ça a pas été, il n'y a pas eu une grosse révolution autour du jeu. On a plus réfléchi dans d'autres axes. Il y a eu des idées un peu plus importantes que ça, et finalement, le jeu, toute la théorie sur le jeu a stagné par rapport entre le 17e et le 18e. Il n'y a pas eu vraiment de
d'idées novatrices. Pascal, c'est 18e, Natacha. Non, Pascal, c'est début 17e, je crois. Bah oui, donc du coup, ça veut dire que ça fait un putain de théoricien du jeu dans la place, quoi. Parce que Pascal, c'est un fucking. Alors c'est un. Dans la place, il y avait un jeu de mots. Non, pas du tout. Non, mais parce que par contre, chez Pascal, on trouve vraiment une énorme théorie qui est faite au sujet du jeu. Et chez Descartes Chez Descartes, eh ben non. Oh, c'est trop nul. Eh ben oui. Le relais Descartes ne sera créé que bien plus tard, au XXe siècle. Non, mais blague à part, Pascal, enfin, il est immanquable à cette époque-là sur le jeu. Il est parce que c'est le premier à utiliser les notions de pari et de jeu pour argumenter. C'est-à-dire qu'il donne des arguments grâce à c'est énorme, notamment au niveau des raisons pour lesquelles il faut. Alors ça, c'est compliqué. Croire ou ne pas croire en Dieu. Le fameux pari pascalien. Tu connais ça un peu, Natacha, ou... Non, je suis D'accord. pas. Enfin, malheureusement, je suis pas du tout une spécialiste de Le Pascal, principe du truc, c'est que il estime les chances, il estime la probabilité des chances qu'il existe Dieu en fonction de la récompense. S'il existe, je vais au paradis. S'il n'existe pas, tu connais? Non, Ouais, tu connais, voulais en parler? Non, je saurais pas en parler. Sincèrement, D'accord. je saurais pas en parler. Bah Mais, moi non plus. Hein. Je suis pas très compétent, honnêtement. Si je me souviens bien, mais- en simplifiant beaucoup, il vaut mieux. Il vaut mieux croire. Il vaut voilà. mieux croire parce Voilà. que on a plus de choses à y gagner. Voilà, c'est ça exactement. C'est-à-dire qu'il vaut mieux croire que de ne pas croire, parce que de toute façon, si Dieu n'existe pas, on n'a rien à perdre entre guillemets. Donc autant y croire, comme ça au moins on aura le paradis éternellement. C'est qu'est-ce que tu voulais dire, Adrien? Je voulais dire qu'on pouvait le formuler en disant que l'espérance mathématique de statistique était infinie en fait. Donc Il me semble que c'est d'ailleurs l'un des premiers à parler d'espérance au sens comme ça de probabilité. Je me demande même si c'est pas tout simplement l'inventeur des probabilités, Pascal. peut-être pas l'inventeur, ça je sais pas. En tout cas, c'est peut-être de là d'où vient le mot espérance en mathématiques. Je sais, ça semble. En tout cas, je m'étais laissé dire ça. C'est dingue. En fait, on aurait dû faire ce podcast avant le podcast pour une fois, et du coup se renseigner avant tout sur toutes ces choses dont on avait envie de parler, parce que là, du coup, on est toujours dans. du coup, j'essaie de Du regarder. coup, un on petit ouvre peu, des portes, Pascal. mais on n'est pas sûr. Alors voilà. Alors après, Pascal, il a vraiment attaqué le jeu du côté mathématique, hein, du point de vue mathématique. Oui, il me semble bien. Hein. Ah oui, puisqu'il parle de probabilité, il fait Voilà. des tableaux, il fait des tableaux de calcul de probabilité. Ouais. Et Il est impressionnant, ce mec. On a retrouvé des lettres avec ses amis qui le contactaient, qui disaient voilà, on a dû arrêter une partie au bout d'1h30 un peu avant la fin et on doit redistribuer les gains. Comment on se démerde parce qu'on sait pas exactement qui avait gagné. Et Pascal il se tapait les calculs de fou pour dire bah lui était plus proche de la fin, c'est quand même normal qu'il parte avec la majorité de l'argent. En même temps. C'était une calculatrice sur pattes. D'ailleurs, il l'a inventé. Il a retrouvé les mathématiques euclidiennes à l'âge de 7 ans. Il a remis en fait sur le papier les éléments d'Euclide à l'âge de 7 ans. Il a inventé les transports en commun à Paris. C'est lui qui a inventé le concept de tiens, ce serait intéressant de payer un mec pour me trimballer en calèche. Voilà, c'est lui qui a inventé des concepts de taxi. Enfin, ce type est incroyable, quoi. C'est un perso de Cthulhu. Il méritait le billet de 500 francs finalement. Ouais, c'est ça, exactement. Il méritait son billet de 500 francs. Ah putain, c'est clair. Alors là, évidemment. alors du coup, vous me faites penser à quelque chose. On pourrait citer Jérôme Cardan, que j'aime bien, puisqu'il ça a été un joueur passionné qui a énormément perdu d'argent dans son temps. Donc lui, c'est aux alentours de 1500, il me semble. Il est né au début des années 1500 et il est mort du coup peut-être 70 ans plus tard. L'espérance de vie à l'époque, c'était à peu près ça. Et donc notamment, il a travaillé sur la résolution des équations du second degré, troisième degré, etc. On l'a accusé de plagiat. Il a eu énormément de déboires dans sa vie. Il s'est marié plusieurs fois. Il a eu plusieurs enfants. Son premier fils a assassiné sa deuxième femme en l'empoisonnant, etc. Et en fait, il avait une certaine théorie sur les jeux qui était assez sympa, puisque lui il mêlait la cartomancie et l'astrologie dedans. D'ailleurs, il a été condamné pour hérésie. par l'Église pour hérésie parce qu'il avait reproduit l'horoscope de Jésus
Donc ça c'était. Il avait calculé l'horoscope de Jésus. Alors ça. D'ailleurs, il s'est fait dénoncer par son deuxième fils, je crois justement. Ah, c'est bien. Dans la famille, ouais, c'était. Il a joué, il a perdu. Et ouais, donc il a fait pas mal de calculs sur les probabilités aussi. Bon, il a été énormément critiqué par d'autres savants. Donc ça veut dire que c'est pas Pascal qui a inventé les probabilités, si lui il travaillait déjà dessus. Inventer les probabilités, je sais pas si on peut vraiment dire ça. Ben, ouais. Je sais pas. Je me suis laissé dire ça, mais après, vous vérifierez. Sur Wikipédia, vous avez Internet. Voilà. Chers auditeurs, vous savez mieux que nous. Nous Vous avez n'avons pas. aussi les encyclopédies papier, les bibliothèques. Les tablettes numériques. Un prof de maths. Un bon vieux prof de maths. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait... oui, donc si on essaie de raccrocher un peu 18e, etc., donc c'est là où les loteries prennent vraiment beaucoup d'importance. Toujours, hein, c'est pareil, les jeux d'argent, les jeux de paris... Et en quoi c'est un jeu de plateau? Parce que le lot, il est livré sur un plateau à ce moment-là? Voilà, c'est ça, un D'accord. plateau d'argent même. Donc ouais, donc je disais le siècle des Lumières, c'est un peu moins novateur que l'évolution qu'on a pu trouver au siècle précédent. On va remettre l'accent sur les jeux d'adresse et les jeux physiques. Les médecins, en fait, les nouveaux médecins vont mettre l'accent là-dessus. Et Natacha? C'est la période de la naissance du billard, je crois, il me semble. Ah, c'est possible ça. Ouais, c'est possible. Il me semble que le billard c'est 18e. Enfin, Ouais. l'ancêtre du billard Ouais. c'est 18e. C'est ouais. possible, ouais. Et Hume en fait, en parle en tout cas dans son travail. Parce qu'on sait, quand il parle de la cause et de l'effet. Ou alors c'est une vue de l'esprit parce que la couverture du livre de Hume c'était un truc de billard. Non mais clairement oui, c'est cette époque-là. Et en fait, finalement, pour voir vraiment le retour à ce qu'on pourrait appeler un jeu, ça va venir des Allemands et du début des soldats de plomb et des imprimés. Ça y est, on arrive dans la C'est là que partie... t'espérais le point Godwin, sérieusement? Au bout de 45 minutes de podcast, évidemment qu'on l'aurait lâché avant. Non mais l'autre... Putain. Et donc avec les imprimés et les soldats de plomb, on a un regain d'intérêt pour C'est l'ancêtre du Warhammer ou On y arrive on là. peut dire ça. On va y arriver. Ouais, alors, On en va y fait, arriver. les débuts du wargame, ça va être ça. Ça va être les soldats de plomb et les imprimés. Alors, ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'à la même époque, il y a la première structure commerciale qui se met en place autour du marché du jouet. Puisque avant, finalement, il n'y avait pas de boutique de jeux. C'était des colporteurs ou alors on fabriquait les jouets nous-mêmes. D'accord. Il y avait quelques artisans, mais qui s'adonnaient à ce genre de travail de temps en temps. Et c'est là vraiment où on a les premières boutiques de jouets. On a des réseaux de colporteurs qui vont comme ça faire progresser l'image du. Alors ça démarre avec les soldats de plomb vraiment, et puis ensuite ça va se développer. Attends, tu veux dire qu'avant, il n'y a jamais eu de vendeur de jeux de plateau, de jeux de quilles, de rien du tout? Alors en fait, avant, on appelait ça des merciers, et ils faisaient pas uniquement ça. C'était vraiment quelque chose à côté. C'est le menuisier du coin qui faisait tes voilà, pièces, c'est quoi. ça. D'accord. C'est ça. C'était vraiment le. Mais de toute façon, les colporteurs faisaient pas uniquement ça, faisaient pas uniquement de la vente de jouets. Non, par contre, là, avec l'apparition des boutiques de jeux, il y a des colporteurs qui sont spécialisés dans oui, ce commerce-là. Donc ils font plus C'est les ça, nouvelles, du les jeu. chansons en plus de. Ils vendent des jouets, ils vendent des jeux de cartes, l'ancêtre des magazines. C'était tellement tout mieux, ça. c'était pas les témoins de Jéhovah qui tapaient à ta porte, mais des gens qui vendaient des jeux, quoi. Enfin, C'est ça. franchement. Et donc, donc après on se situe au 19e, voilà, avec l'arrivée des soldats de plomb, le Kriegspiel, c'est le jeu de guerre, l'ancêtre du wargame, qui vient des Allemands. Donc à la base, c'était un général prussien qui avait trouvé sympa de refaire, de simuler les batailles de ses armées sur une carte avec des figurines, et ça s'est démocratisé. D'accord. Et alors, nous, on parle de wargame maintenant parce que les Anglais, c'est les Anglais qui l'ont diffusé essentiellement, mais à la base, on parlait de Kriegspiel, le jeu de guerre. D'accord. Ok. Wargame aujourd'hui, c'est pas très éloigné au final. Ouais, c'est ça. Bah après, le jeu a évolué. Hein. On a commencé. Alors, le wargame, vraiment, je crois que ça vient. Comment il s'appelle celui-là? C'est Charles S. Roberts, le premier qui a édité des tables de résultats où on commence vraiment. On dit que le wargame est apparu à ce moment-là quand il y a eu des tables de résolution. D'accord.
On dit là c'est le début du wargame, c'est vraiment le jeu de guerre en tant que tel, Ouais. avec tel qu'on connaît aujourd'hui, des figurines. Parce un que là, on ensemble de règles, s'amuse des à déplacements, reproduire, mais il n'y a pas encore vraiment des règles Voilà, pour c'est reproduire ça. une physique de guerre. C'est-à-dire que ce que on tu rejoue dis là, la bataille et on puis rejoue la bataille. vaguement tu vas te dire que tes cavaliers ils vont poutrer tes fantassins, tes Ouais. fantassins. Il n'y a vont pas un réussir. système de résolution, en fait. Non. Non. D'accord. Mais là, ça y est, on arrive dans le domaine où là, le jeu maintenant. Voilà, enfin, là en fait, ça va commencer ouais, parce qu'en à fait, évoluer très très vite. j'ai envie de C'est à dire, partir du pourquoi est-ce qu'on a 19e. des difficultés au début de ce podcast? Parce qu'on a des difficultés à avancer, on voit bien à travers les époques, parce qu'on n'a pas de pièces historiques, on n'a pas de traces. Parce que le jeu avant n'était pas aussi bien considéré, ni aussi Pas aussi bien codifié. pas aussi bien codifié qu'aujourd'hui, donc que Exactement. l'administration ne s'y intéressait pas. Là, on entre dans une phase où, bon, à part, tu vois, justement, les renseignements qu'on a sur les cartes à jouer, sur ce genre de trucs, ça nous vient de militaires, ça nous vient d'administratifs qui taxaient les jeux, ça nous vient, bah oui, de rituels cérémoniels dont on a des traces dans les pyramides, etc. Mais en fait, on ne sait rien. Au final, on ne sait pas grand-chose. On est forcé de faire de la reconstruction. C'est pour ça qu'on ne se base que sur des on-dit, paraît. Et puis on les règles murmure. évoluent aussi. Les règles évoluent parce que c'est jusqu'au début 20e. Les jeux sont absolument libres de droit. N'importe qui peut les fabriquer. Il n'y a pas de n'importe qui peut modifier les règles s'il en a envie. Donc en fait, un jeu, c'est pas vraiment pertinent de parler d'un jeu et de le désigner sous un nom puisqu'il désigne pas un ensemble de règles. Les règles vont évoluer en fonction de la région, en fonction des gens qui y jouent. Ça, c'est super important. Voilà. C'est-à-dire que c'est une tradition orale, finalement, aussi. System does not matter. Ah, complètement. Hein. Et ouais, donc c'est avec le 20e en fait que Là, on le jeu entre, va vraiment avoir un auteur, un éditeur, un distributeur, etc., et que ça va devenir le jeu qu'on connaît actuellement, mais du coup qui est extrêmement réglé. Là, il y a tant qu'il y a aucun droit sur le jeu, bon, bah, Alors, comment le début des wargames, tu nous as dit, c'est à quelle époque à peu près, rappelle-moi? donc ça. Comment on passe du 1800. Comment on passe, pardon, j'aurais pas dû dire wargame, le mot allemand, parce que moi, Kriegsspiel. voilà. Comment on passe du ça à, je suis pas locuteur du tout de l'allemand, je suis désolé. Comment on passe de ça au wargame, en fait? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que d'un coup on se dit bon bah on a fait cette guerre-là, on a reproduit cette bataille-là, on pourra en faire une autre et cette fois-ci on va simuler. Non, alors ça va pas se passer rapidement comme ça, hein, puisque ça pareil, il faudrait que je regarde quand les premières tables de résolution et les premiers wargames apparaissent, mais c'est bien plus tard. Hein. Je pense que c'est plus 20e. Même milieu, seconde moitié du XXe siècle. Non, Ça, avant ça. les guerres, avant la guerre de 14. D'accord. C'est début 1900 dans ces eaux-là. Putain. Je pense. Hein. En fait, ça a été plus un jeu dans le sens. Parce que je sais qu'il y a des figurines qui sont utilisées pour la stratégie militaire. Bah, en 14, on utilise des figurines pour faire de la stratégie militaire. Oui, On mais planifie alors, des actions avec des figurines en Ouais. 14. Puisque c'est comme ça. Moi, je le sais pas parce que je suis un historien de jeux plateau ou quoi que ce soit. Hein, je connais rien. Parce que Wittgenstein a eu son intuition de la proposition est une image des faits en regardant des officiers en fait officiers, ouais, en travailler train avec de- ce matériel. D'accord. Ah, ça, je savais pas. C'est marrant, ça. Ouais. Donc du coup, enfin c'est en tout cas ce que raconte l'un de ses biographes, Malcolm. D'accord. Donc là, non, les premières figurines, donc les soldats de plomb, les imprimés, tout ça, c'est les années début des années 1800. Et il faudra attendre un siècle pour vraiment qu'il y ait des règles qui apparaissent claires, D'accord, des ouais. jeux vraiment. Ça vient beaucoup plus tard, D'accord. Et du coup, ce qui est important, voilà, ça c'est le point que je voulais soulever, que j'ai oublié, c'est avec l'industrialisation en fait que vraiment le jeu va prendre son essor, parce qu'on va être capable de produire un grand nombre d'unités, donc de répliquer, et du coup ça va se diffuser. C'est vrai qu'on n'a pas non plus parlé de l'importance de l'imprimerie, de l'apparition de l'imprimerie. Sur les mais cartes, je pense surtout. que Les cartes en fait ont commencé à vraiment se développer avec l'apparition de l'imprimerie. Évidemment. Ouais. Et associé donc à l'industrialisation, pardon, la diffusion l'éducation de masse. Là, ça va, le jeu va vraiment prendre son importance à ce moment-là. Puis il va y avoir aussi la réduction du temps, enfin au fur et à mesure la réduction du temps de travail, Ouais. donc l'augmentation du temps de loisir. Exactement. Ouais.
On a plus de temps pour jouer, il y a moins de problématiques, il faut nourrir la famille. Enfin, Elles y sont toujours elles y sont jusqu'à toujours, oui, un mais certain en moins de proportion, nombre d'années, mais ça commence à... Donc c'est à cette époque-là qu'il y a vraiment des jeux éducatifs tels qu'on les conçoit aujourd'hui qui apparaissent. Attention à ton micro. Pardon. Donc c'est à cette époque-là qu'apparaissent vraiment les jeux éducatifs tels qu'on les conçoit aujourd'hui et les jeux militarisés. C'est à ces époques-là qu'on va donc les boutiques de jeux commencent à sortir des catalogues. Il y a vraiment une commercialisation, une économie autour du jeu qui se crée. Et c'est à ce moment-là qu'on remarque que on va progressivement faire apparaître de plus en plus d'éléments militaires dans le jeu très tôt pour les enfants. Les catalogues des marchands de jouets se militarisent et c'est ça. Je fais un grand bond en avant. Ça se voit vraiment très bien en 1939, juste avant la guerre. Mais déjà, est-ce que c'est pas aussi déjà l'atmosphère de la Troisième République revancharde la guerre de 70, etc. Ouais, c'est ça, ouais. Donc, Peut-être, Enfin, moi, j'ai pas compris En fait, après la défaite de 1870 contre les Prussiens, donc il y a progressivement la Troisième République qui se met en place. Et donc l'école de la Troisième République, entre autres, avec le système, un système très proche d'une autre de l'éducation. C'est à ce moment-là que va apparaître l'école obligatoire pour, jusqu'à 14 ans au début, je crois. Ouais. L'alphabétisation de masse. Voilà. Vraiment, et du coup, dans l'éducation et dans l'histoire, par exemple, l'apprentissage de l'histoire, ça va être l'apparition de l'idée de nation. Qu'est-ce que c'est qu'être français? Qu'est-ce que c'est que, voilà. Et le moment aussi où vont se diffuser les idées à un moment donné, il va falloir qu'on prenne notre revanche et qu'on aille récupérer l'Alsace et la Lorraine. Exactement, donc du coup, en parallèle de ça dans les écoles, très c'est pas étonnant qu'il y ait le jeu pour les enfants. D'accord. Et à ce moment-là, justement, développer parce que dans l'éducation des enfants, on fait passer des messages très clairs à travers le jeu sur le conflit franco-prussien, etc. D'accord. Ça n'a rien à voir avec une idée de lobby. Le jeu devient un produit, or le jeu est un jeu de guerre. Donc si on inculque l'idée de guerre aux enfants, ils vont acheter des jeux. Enfin, c'est pas. Moi, j'ai tendance à penser qu'il y a des liens quand même, parce que cette période-là, au-delà du militarisme et du nationalisme, c'est aussi, s'il y a cette tension, plus que l'Alsace et la Lorraine, dans la deuxième moitié du 19e siècle, ça va être la tension sur le développement de la production et de son écoulement, les tensions coloniales qui mettront le feu aux poudres et qui amèneront la Première Guerre mondiale. Il faut écouler la marchandise. C'est vrai, c'est important. Et en plus, ça, on le voyait déjà à l'époque napoléonienne où ce premier genre de jeu apparaissait et le jeu en tant que produit commençait déjà à... Finalement, on s'aperçoit que les puissants ont toujours fait ont toujours joué un petit jeu de gestion. Vous voyez, le pharaon, il gérait ses petits pions qui construisaient des pyramides. Le but, c'était de construire la plus haute, d'avoir la plus grosse. Et déjà à l'époque, pardon, excuse-moi, alors la plus grande, la plus haute. Voilà. Mais voilà, et puis à un moment donné, on a joué à risque en fait avec la planète tout entière. Donc voilà, les pions étaient. En fait, cette époque-là, les pions étaient noirs. On les déplaçait en bateau. Enfin, j'ai l'impression. Mais non, mais. Mais pas de fiche de perso de rechange là. J'ai vraiment l'impression que en fait l'évolution, moi ce qui me frappe dans la présentation qu'on est en train de faire du jeu, c'est qu'en fait l'évolution de la société et l'évolution du jeu sont vraiment intimement liés. Je suis pas sûr que le tennis ou le football ait évolué autant au regard d'une société que. Ils n'ont pas évolué autant dans le sens où ils ont moins de périodes d'évolution, de moins de temps de période d'évolution, mais ils sont nés à une période très particulière. Enfin, la naissance du sport aux États-Unis, c'est quand même à une période particulière. Puis t'as raison. Comparons ce qui est comparable. Si on prend par exemple la sculpture, la musique, la peinture, ce sont des arts qui ont extrêmement évolué et pour le coup également à l'image de la société dans laquelle ils étaient. Mais presque enfoncer une porte ouverte là. Ouais, mais oui, c'est ça. Ouais, je comparerais pas la peinture avec le Monopoly. Enfin, tu compares la peinture avec le jeu en général. Enfin, et je pense que dans la peinture, t'as le même genre d'impact que la société a que dans le jeu. Enfin... Pour moi, le jeu, c'est un art. Enfin. Oui, c'est pas ce que je voulais dire, Adrien. C'est juste. C'est ce que je voulais dire. C'est voilà. À partir du moment où c'est un élément de la culture, forcément, ça évolue avec l'histoire du peuple. Oui, non, mais forcément, non mais ça tend à prouver que le jeu est un art. C'est là où je veux en venir. Oui, je pense que ce que tu veux dire, c'est qu'on retrouve dans le jeu la société contemporaine du moment où il est créé. Ouais, c'est ça. Exactement. C'est la société féodale avec un roi, on fait les échecs. La société mystique, on fait des jeux avec du hasard, avec une vision de l'au-delà.
Et la société contemporaine, enfin pas contemporaine, mais d'une période coloniale en crise, en guerre, en tension, on va faire des jeux de guerre avec des figurines en plomb, des petits soldats. Exactement. On s'est coulé des canons en batterie, on peut en faire des plus petits pour moins cher. Et aujourd'hui, un jeu en vogue, c'est le poker, quoi. Tu vois, ça en dit long sur la société dans laquelle on vit. Ouais, mais non, je t'arrête. C'est un des jeux qui est en vogue aujourd'hui. Il y en a plein d'autres. Il y a les petits jeux de cubes en bois. T'as raison, il y a le football aussi. Oui, c'est vrai. Ça va tourner au débat d'idées, ça. Alors, on poursuit ton plan, peut-être. Ouais, donc pour recoller un peu au thème, l'apparition de quelques jeux connus. Donc le bridge, c'est en gros vers 1890, qui est issu lui-même du Whist, confère les diaboliques de Jules Barbet. Voilà, c'est ça, donc le Whist. Et autour des années 1900, la belote. Voilà. Et donc tout ça, ça nous amène au 20e. C'est marrant. J'avais pas du tout lu ça sur la belote. La belote, je croyais que ça avait été créé à la Révolution française. Et justement, c'était pour le classement des têtes. Mais oui, c'était une des raisons pour lesquelles le valet était au-dessus des rois, en fait. Pas les mêmes règles. Alors c'est pas les mêmes règles, mais il me semble que le système de jeu type belote date d'il y a vraiment très très longtemps. En fait, c'est un des premiers systèmes de jeu de cartes. L'atout. Alors sans forcément la présence de l'atout, mais le côté chacun joue une carte, on compare et quelqu'un remporte le pli. Les tarots, typiquement, les tarots, c'est très ancien, c'est beaucoup plus ancien que ça. C'est super ancien. C'est vraiment dès que le tarot apparaît, dès que les cartes de tarot apparaissent, on joue déjà à ça avec les cartes normales, en fait. Donc, Pierre. Donc tout ça, ça nous amène au 20e. Hein. Et alors là, ça va être l'explosion. Donc comme je disais tout à l'heure, on commence à mettre des droits sur les jeux. Le matériel ne peut pas être fabriqué par tout le monde. Il y a des éditeurs, des distributeurs, etc. Tout ce qui est jeu de calcul, jeu de lettres, éducatif, va perdre petit à petit son importance. On va faire beaucoup plus de jeux scientifiques, techniques. Avec l'électricité, les petits trains, il y a la voiture qui va apparaître, les avions, les maquettes d'avions qui peuvent voler, ce genre de choses. Les Lego, les mécanos, les trucs comme ça. Exactement. Là. Donc là, c'est vrai qu'on est plus dans le jouet que vraiment le jeu, mais très vite, ça va gagner le jeu de société avec, dès qu'on va commencer à produire c'est des jeux plastiques. On va Dr Maboul. Docteur Maboul, il y a comment ça s'appelle le truc les hippos qui bouffent des billes là. Hypoglouton, ouais, exactement. C'est dingue, jusqu'ici on dirait que tu présentes un drame. À partir du moment où le jeu est devenu un produit, il s'est bien vendu, puis ensuite il s'est fait détrôner par le jouet qui est encore plus facilement vendable. Alors attends, là je t'arrête un petit peu parce qu'après à partir d'ici on a l'impression que tu racontes un drame, c'est rigolo. Moi j'ai une certaine idée sur le jeu. Donc, pour faire rapidement, on va dire une fresque de début des 1900 jusqu'à maintenant, ce qui a pu apparaître comme jeu. Donc là, vraiment, c'est le jeu de société. Vraiment, on n'est plus sur les petits soldats de plomb, on n'est plus sur, c'est le jeu de société, le jeu de plateau tel qu'on connaît. Donc le Monopoly, la première, on en parlait tout à l'heure, le Monopoly. L'idée du Monopoly, en fait, c'est 1904. C'est une dame qui imagine ça. Et le concept, le Monopoly publié en tant que jeu, c'est 1930. 34, je sais plus, D'accord. 30 ou 34. Je sais plus. Mais Je voyais beaucoup plus ça dans les années 30 parce que lié à la crise de 29 avec le problème exactement, mais en fait d'argent, l'idée du Monopoly, le jeu a été conceptualisé bien avant, au début des années 1900, mais n'a jamais été produit en tant que jeu. Ça a été, et c'est je sais plus qui a racheté les règles. D'accord, c'est au moment où on voit apparaître les éditeurs, l'idée C'est de ça, droit Parker notamment, D'accord, ok. Qui a une grosse maison d'édition aux États-Unis. Enfin, les jeux Parker, c'est. Donc Monopoly 1930, on a le Scrabble 1950. Tout le monde connaît Scrabble. Hein. Oui. Je pense. Le Milborn 1954, c'est vieux le Milborn. Putain, le Scrabble, c'est plus vieux que le Milborn. Ouais. Ah, Ouais. Ah oui, mais c'est normal à cause de la voiture, peut-être. Ça m'étonne pas, ouais. Oui, non, mais en fait, oui, non, c'est tout à fait logique, mais je me disais que ça paraissait un jeu plus archaïque, mais non, mais en fait. Le Risk 1957. Putain, Et alors avant, ça s'appelait pas Risk, ça s'appelait À la conquête du monde. la conquête du monde. La conquête du D'ailleurs, monde. il y a cette carte absurde dans Risk que tous les joueurs enlèvent. La conquête du monde. Vous la gardez, vous?
Non, l'objectif de la conquête du monde. J'y ai pas joué depuis, je sais pas, depuis longtemps. Je crois que je n'y ai jamais joué. En fait. C'est trop dur de conquérir le monde entier. Ouais, c'est finalement. impossible. Donc on le vire. Il paraît qu'il faut que tu aies un chat sur les genoux en plus. Si tu le veux principe faire de le risque, monde de façon correcte. C'est que les joueurs ont des objectifs. En fait, il y a des cartes à tirer avec Les des. joueurs doivent conquérir un nombre de régions particulières. Ouais, c'est ça. Et c'est quoi cette carte? Il y en a une, c'est conquête du monde, c'est-à-dire Ouais, que il faut vous que devez conquérir le monde. Tous les pays. Il faut Tous que les tous les pays. Qu'il n'y ait plus que ta couleur sur le plateau. Ah, c'est chaud, quoi. Ah, il faut un peu de chance aussi. Ouais, un petit peu. Ouais. Un peu, tu dis? Il faut un laboratoire de méchants. Et du temps à perdre. Le risque, malheureusement, c'est très Faut prendre des aléatoire. risques. Et donc après le risque, très vite après, il y a diplomatie et les premiers wargames identifiés vraiment en tant que wargame D'accord. avec des règles, etc. Donc je pense que du coup c'est à peu près à ce moment-là, je parlais de Charles S. Roberts et ses tableaux de résolution. Donc les premiers wargames, j'avais noté 1958. On fait un bond en avant, années 1983, Destin. Changer Je vous de rappelle vie. quelque chose? Destin, Ouais. rafraîchis-moi la mémoire. Ça- Destin, l'année d'après, c'est le Trivial Poursuite. Mm. Première édition du Trivial Poursuite, 84. Ouais. Autant j'ai pas vu la naissance des pyramides et des jeux dans les de rituels, mais ça, Destin, la pub. Toi, tu te souviens pas de la pub? Non, ça me rappelle rien, moi, Destin. là, sur le- Destin pour changer de vie. Oui, la musique, oui, mais j'ai aucune idée de ce que c'était le jeu. Quoi. Le jeu, c'était absurde. Perdu au jeu. Ah non, mais Ah c'est putain, bon. mais du coup moi aussi. Il suffit, messieurs. Perdu aussi. Non, mais ça suffit. Ça- On a déjà perdu. Bon, allez, j'ai mis une petite date pour rigoler. 93, Magic. Ouais. Voilà. Alors ça, c'est un autre aspect des jeux de société. Hein. C'est les jeux de cartes évolutifs. On n'en parlera pas ici. Mais t'as pas cité la naissance du jeu de rôle du coup dans les 70. Non, j'ai pas cité. Bon, mais sans c'est vrai devoir, que voilà, parce bon, que on en parle déjà suffisamment. Je pense que vous y connaissez tous mieux que moi. Et les années 2000, les vrais jeux. Non, je dis... Mais à quoi j'ai joué durant mon enfance alors Des faux jeux, Erwan. Voilà. Des faux Mais jeux. le risque, c'est Ah, je pas suis un pas jeu. d'accord. Tu jettes des HeroQuest, dés. c'était un jeu trop bien. C'est vrai, HeroQuest, c'était un jeu cool. Ouais, effectivement. Ah, tout de même. D'ailleurs, il va y avoir une épuration d'HeroQuest. Je sais même pas si elle n'est pas déjà sortie. Bref. Donc, grosso modo, en fait, ce qui est intéressant de relever, c'est vraiment à partir des années 90, années 90-2000, il y a vraiment une explosion du secteur du jeu de société. Et ça, c'est corrélé au fait que le jeu est perçu vraiment en tant que produit qui va intéresser plusieurs couches de la population, pas simplement les enfants. Si vous voulez, en fait, le jeu a toujours été considéré soit comme une activité typiquement adulte. Donc c'était soit les dignitaires, soit la noblesse qui y jouait, ou les très jeunes enfants, mais était absolument déprécié d'un point de vue activité quotidienne ludique. D'accord. Et c'est vraiment dans ces années-là où on se dit, bah non, en fait, pourquoi il y aurait que les gamins qui joueraient et C'est qui, suite aux jeux vidéo, non? Le jeu vidéo a un peu montré cette voie de. Je pense que non, avant quand même. puis dans tes exemples aussi, le Scrabble et Trivial Pursuit, c'est quand même des jeux qui sont pas destinés que aux enfants, à Ouais. mon avis. Ouais. Donc ça commence doucement, mais En fait, ce qui est intéressant, c'est de regarder les années 80, parce que les années 80, t'as énormément de jeux pour les gamins, et à côté, t'as des jeux pour les adultes. C'est Full Metal Planet, un jeu, les parties se jouent en 4-5 heures. Hein. Je pense que je me trompe pas en annonçant ce temps de jeu. Un excellent jeu. Et puis, c'est du lourd, quoi. Dune. C'est du lourd. Vous connaissez Dune 2 sur pas pour se représenter Full Metal Planet. Donc c'est un jeu ludo délire, une grosse boîte de jeux française francophone, Ouais. extraordinaire boîte de jeux. Ils ont fait que des bons jeux. Enfin, il y a quasiment que des bons jeux. Bon, il y a aussi des jeux un petit peu plus commerciaux, un petit peu plus. De toute façon, ça, t'y couperas pas à partir d'une donc certaine tout époque. hein. ça pour dire que Full Metal Planet, c'est si vous avez joué à Dune 2 Battle for Arrakis sur PC ou sur console, c'est exactement ça. Mais même jusqu'au design des figurines, je trouve que ça C'est ça. ressemble à Dune, Ouais. quoi. C'est Comment et elle s'appelle j'avais la grosse adoré. station là Je sais plus. où il y a le le temps, crabe. il y a le temps. Alors oui, T'as- le t'as crabe. qui récupère le Le minerai. caillou, le petit caillou, c'est le crabe qui le récupère. Ouais. Très Ouais. grosse base en plusieurs parties. Voilà, c'est un Mais wargame. les noms sont très fun. Le gros thon, le tank, le crabe. Ils avaient ce petit côté audiaresque dans leur texte et Ouais. dans leur base qui était vraiment super intéressante. Et du coup, ce qui est intéressant de constater aussi, c'est que depuis les années 30 jusqu'aux années 70 à peu près, le jeu s'intéresse beaucoup à l'actualité.
Va y avoir des jeux sur le pétrole, sur l'exploitation du pétrole. Va y avoir des jeux sur l'environnement à partir d'une certaine époque. Des jeux sur donc sur la guerre, ça forcément. Sur l'économie, il y a des modes comme ça qui vont apparaître et le jeu de société va suivre. Sur la cigarette aussi. Voilà. Il y a des jeux sur la cigarette, un jeu qui s'appelait un truc avec clope dedans, je sais plus quoi. Paye ta clope ou un truc dans l'esprit avec clope, un jeu sur la cigarette quoi. Aujourd'hui, c'est juste impensable. On est d'accord. Non, mais on est totalement d'accord. Mais le truc, c'est oui, d'autant plus si on se dit que la cible de ce genre de truc, c'est les enfants. Mais c'est ça. À une époque, la cigarette, c'était vu comme. Ouais. Tu regardes là, les films. Attends. C'est intéressant de regarder les films dans lesquels les cigarettes apparaissent. Oui. Tous les acteurs qui ont une cigarette dans les doigts. Oui, ça c'est parce qu'il y a un lobby du tabac qui met la pression sur les acteurs et qui les paye grassement pour que quand ils sont dans des positions de détente et de décontraction, ils prennent la cigarette. Exactement. Ça c'est su. Enfin, je veux dire, Sylvester Stallone a été payé, par exemple. Donc non, mais on tourne autour de cette idée quand même que les jeux, je sais pas, parlent de la réalité. Enfin, c'est curieux, je trouve. On retourne là-dessus là. Les jeux ont les gars du toujours pétrole. été un reflet plus ou moins de ce qui se passe, actuellement. Enfin, ce qui est les règles de la société dans laquelle on vit, un univers, un certain contexte. Tout le temps. Ouais. Alors, est-ce que c'est juste à visée commerciale, c'est-à-dire que c'était pour parler au maximum de monde, ou est-ce que il y a un message caché des game designers là-dessous, Adrien? Moi, je pense que les deux se retrouvent. En fait, c'est juste que la personne qui conçoit le jeu, elle est dans un contexte particulier aussi, donc il y a des choses qui l'inspirent. Et puis il y a effectivement, qu'est-ce que c'est qui va se vendre parce que c'est à la mode et les gens en parlent. Mais je pense que les deux se retrouvent. C'est pas un. Il y a peut-être des pensées commerciales qui vont pousser. Mais je pense que sûrement. Tu t'échappes pas à l'inspiration du moment, enfin quand tu es dans une période où tout le monde ne parle que de guerre. Il y a forcément des choses qui t'inspirent, c'est obligé. Mais oui, voilà, c'est ça. Que tu composes une chanson ou un jeu. Moi, ma réflexion, je pense, va au-delà de l'inspiration. Je pensais à l'accessibilité. C'est-à-dire qu'en fait, comme ces choses sont dans l'air, dans l'actualité du quotidien, ça va être beaucoup plus simple d'expliquer. Quand on va te parler de pétrole dans le jeu de plateau, on va tout de suite comprendre, parce que à l'heure actuelle, nos sociétés l'exploitent de telle manière, que c'est une ressource qu'il va falloir acquérir et qu'il va falloir exploiter à telle position. Si on parlait de points de ressources pour plutôt que de parler de points de ressources pour des vaisseaux A' ou A B, vous voyez ce que je veux dire? Il est plus facile de parler de pétrole pour des bateaux ou des voitures. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme le mot a déjà une signification dans la réalité, dans le jeu de plateau, on comprend tout de suite le sens de la ressource et sa place dans le mécanisme global du jeu. On va chercher une identification beaucoup plus facile pour la. Donc c'est plutôt un critère d'accessibilité. C'est pas forcément pour vendre plus, mais c'est pour que le jeu soit mieux compris, plus facilement compris. Mais ça va de pair avec le fait de le vendre plus, accessibilité. Moi, je suis assez d'accord avec ce que tu dis. Il peut aussi avoir là, c'est de l'opportunité. Il peut aussi avoir il peut aussi avoir des phénomènes de propagande politique aussi au-delà de l'opportunité. Je pense à Illuminati par exemple, un jeu très drôle. Donc sur le ton de l'humour, qui dénonce justement le conspirationnisme, qui dénonce les malversations d'organisations. Et moi, je pense aussi au jeu qui avait fait tant débat avec Monsieur Fall et Mops, le jeu où les points en politique sont parce qu'on serre des mains. Vous savez, ce jeu, comment ça s'appelle? C'est pas Castop of Con ou le nom du jeu? Il y a un jeu qui s'appelle Castop of Con. Ouais, j'ai jamais joué, donc je saurais pas te dire. Ou je sais plus où. C'était sorti juste avant. En fait, le jeu avait fait le buzz parce qu'il était sorti juste avant la présidentielle avec Nicolas Sarkozy opposé à François Hollande. C'est pas. Il y a un truc qui s'appelle Élection aussi. C'est peut-être Élection, je sais plus, mais en tout cas voilà, ça mettait en scène les hommes politiques et les points qu'on marquait, c'était en gros Enfin, il fallait serrer des mains pour marquer des points en gros. Et donc, ça, là aussi, ça disait quelque chose du contexte politique et social dans lequel on se trouvait à ce moment-là. Voilà, mais c'est curieux ce lien étroit entre le jeu et enfin, j'ai la sensation qu'il y a. Mais bon, non, je me trompe. J'allais dire une bêtise. J'allais dire qu'il n'y a pas cette connivence entre le monde de l'art contemporain, par exemple, et la société contemporaine. Mais non, t'es pas d'accord, Adrien? Non, je suis pas du tout d'accord. Je pense que l'art, c'est le truc qui est le plus connu justement pour suivre le. Non, bien sûr, non, c'est clair.
J'avais envie de donner une primeur au jeu, mais je peux pas le faire. Non, je peux pas le faire. J'ai pas d'argument pour le faire. C'est juste que j'aime plus le jeu que l'art contemporain. C'est tout. Voilà. Pierre. Oui, donc on était dans les années... Oui, les années 90. 90. L'essor du jeu, années 90-2000, l'essor du jeu de société, du jeu de plateau. Donc en fait, c'est à cette époque-là qu'on va commencer à vraiment s'intéresser à certaines catégories de la population et les thèmes, le genre de jeu qui pourrait les intéresser, la segmentation marketing. Donc on va commencer à dire bon, ok, qu'est-ce qui va plaire aux petites filles à cet âge-là, aux petits garçons à cet âge-là, aux ados, aux garçons ados. Tiens, si on faisait des wargames, des jeux de cartes. De la figurine, et où on va commencer à en fait avoir l'apparition de jeux. Attention à ton micro. De jeux dits familiaux entre le Full Metal Planet où les parties durent 5 heures et entre le jeu de cartes, les règles simples, etc. Les hardcore et les casas, encore eux. Le gros débat. La tarte à la crème. C'est à ce moment-là aussi qu'on voit l'apparition de deux écoles. Alors ça, le sujet a été abordé dans le podcast Rome avec Monsieur Fall et Dr Mops, sur la Trick Track TV. Alors qu'est-ce que c'est les écoles, l'Améritrash et le jeu à l'allemand. Et le jeu allemand, ouais. Alors maintenant c'est l'Eurogame. L'Eurogame. Donc, les Allemands je vais peut-être pas donner beaucoup de détails là-dessus. Si ça intéresse les auditeurs, ils iront réfèrent à ce podcast. Ouais. Sur le podcast. Donc grosso modo, il y a eu cette opposition entre l'école américaine, dit Ameritrash, et l'école allemande, où après la guerre, les Allemands ont une espèce de rejet, tout ce qui est la violence, compétition, le combat entre les joueurs, et ils ont cherché des jeux dans lesquels il n'y aurait pas ce genre de mécanisme. Et donc, quand on tape pas sur la gueule des autres, on fait quoi ? On construit. Construire, c'est quand même mieux. Donc on va gérer des ressources, on va bâtir on va construire des bâtiments, on va jouer des cartes, voilà. Et puis le premier qui a atteint un certain nombre de points, il gagne, et sans forcément d'interaction agressive avec les autres. Donc les jeux à l'allemande, ça en fait c'est une mécanique qui est extrêmement importante. Tout l'aspect mécanique du jeu est mis en avant, et finalement on va plaquer un thème dessus. C'est pas très important. C'est dans l'extrême, c'est des jeux mathématiques en fait. Opposé à l'école américaine où là c'est plus le thème qui en fait on a envie de jouer sur un certain thème et puis on va plaquer des règles derrière. Typiquement moi j'ai envie d'avoir des droïdes qui se battent contre des soldats humains. Ok, on va dire tiens on va jeter un dé et puis sur un 6 je dis que le droïde il touche l'humain, mais l'humain il est plus rapide, alors lui il touchera sur un 4 ou un 5, et puis on va mettre une règle spéciale aussi, et puis une deuxième, puis une troisième. Voilà, donc grosso modo... Souvent, c'est des jeux avec beaucoup de règles aussi. Avec beaucoup de règles, des règles complexes, des parties qui durent longtemps, très souvent des figurines. Alors que les jeux allemands, donc c'est plus des règles épurées, une mécanique, et les parties sont prévues pour format familial, donc rarement plus de 2 heures. Tu peux citer des jeux de tel courant ? Oui, alors... Ameritrash, ça serait quoi ? Warhammer 40 000, tout ce qui est le Warhammer, tout ça. Ouais, alors ça rentre vraiment dans le wargame. D'accord, ça rentre vraiment dans le wargame, dans la partie wargame. L'Améritrash, ça sera des trucs genre Earth Reborn. Earth Reborn, exactement, ouais. Voilà. Les contrées de l'horreur, Tannhauser, Arkham, Battlestar Galactica, des trucs Tannhauser aussi, c'est l'Améritrash. Dans le jeu à l'allemand, il y a basiquement tous les Civilization-like. Tous les jeux avec des petits cubes en bois. Il y a plein de petits cubes en bois dedans. C'est un petit peu une... Tu les connais, Agricola, le Second de Catan. Voilà, Myrmes, ce genre de jeu. Caylus, enfin les trucs où tu construis des cathédrales, des villes, enfin voilà. C'est ça. Donc à côté de ça, on voit apparaître aussi des jeux assez originaux, d'autres concepts, des jeux assez rapides et interactifs, des jeux d'ambiance. Donc typiquement les loups-garous de Tiercelieu, Unanimo, des jeux de lettres aussi qui se pratiquent avec beaucoup de joueurs, des jeux de mimes, et des jeux où l'investissement personnel on peut appeler des jeux à boire. Alors, Darky, nous sommes dans un podcast sérieux, n'est-ce pas ? Nous n'allons pas parler. Après le point de Gawain, on va distribuer. Moi, j'appelle ça en général des jeux légers entre grands groupes de potes, un truc qui est facile à prendre en main, qu'on fait au pied levé, on n'a pas besoin d'une table, on se fait ça rapidement. Des jeux de colo, des jeux écolo et pour les alcoolos. Ok, bonne définition, moi ça me va.
Voilà, donc c'est aussi à cette époque-là que apparaissent ce genre de jeux. On cherche vraiment des concepts originaux, les jeux de coopération aussi, avec donc pareil, on pourrait relier ça aux jeux de rôle, mais dans le jeu de plateau, les jeux de coopération. Jeu de rôle. Les jeux de coopération apparaissent et ont vraiment du succès puisque y a des joueurs qui aiment pas la compétition, cet aspect compétition et le fait de jouer tous ensemble et de poursuivre un même but autour d'une table, c'est quelque chose d'original. Et puis c'est vraiment très très vaste aujourd'hui Aujourd'hui, il faudra un podcast quasiment pour présenter la variété. Parce que là, en gros, avec t'as 700 jeux qui sortent chaque année, ça devient vraiment tendu de. Ouais. Et puis il y a des milliers de thèmes. Enfin, on est obligé. Enfin, vu le catalogue qui sort, il est obligé d'y avoir des étiquettes, plein d'étiquettes. Donc on a de plus en plus d'étiquettes. C'est ça. En fait, et présenter des jeux d'aujourd'hui, il faut soit présenter un jeu par un jeu, soit une catégorie d'étiquettes. Et puis, on a beaucoup c'est compliqué. Là. C'est extrêmement compliqué. On est en train de. En fait, on n'est jamais d'accord sur le système de classification des jeux de société, des jeux de plateau maintenant. C'est un des gros problèmes. Comment classer les jeux, comment arriver à traduire l'intérêt de chaque jeu pour le bon public. Ça mériterait un podcast. Eh bien, on fera ça une prochaine fois. Merci Pierre d'être venu nous présenter ce petit historique. Est-ce qu'il y a des questions? Ouais, pardon, j'allais à la conclusion, mais j'ai pas de questions. Mais justement, avant de conclure, je voudrais juste rajouter une petite information. J'ai pas osé t'interrompre. Tu parlais d'une période assez intéressante par son côté pas très créatif entre les années 70-80, là où on voyait des jeux un peu plaqués et ciblés, des jeux d'exploitation comme pour des jeux où tu joues des exploitants de cigarettes, tu parlais, etc. Je vous conseille tous un podcast vidéo c'est une chaîne YouTube qui s'appelle Monsieur Méa. Monsieur quoi? Méa, M-E-E-E-A. Voilà. Je crois. M-E-E-A. Qui teste des jeux de société très basiques, généralement pas très bons en les analysant. Et ce sont des jeux qui ont tous la particularité d'avoir des postulats collés à l'actualité ou vraiment ciblant des personnes. Et puisqu'on est sur un podcast qui retrace un peu l'histoire des jeux de société, je vous conseille très fortement ce podcast. Il est très intéressant. D'accord. Merci Darky, conseil, ouverture, les liens, Darky, merci. Merci Pierre de nous avoir fait ce petit rappel historique à travers les âges du jeu de société. Malheureusement, comme il n'y a pas beaucoup de traces, il n'y a pas beaucoup de choses à dire. Par contre, dans le prochain podcast, sur la manière dont on les trie aujourd'hui, il y a beaucoup plus de traces et il y aura beaucoup plus de détails croustillants. En attendant, on vous dit à plus. À la semaine prochaine pour un prochain podcast. Salut, à bientôt. Salut. Et on dit jeu de rôle. Non, toujours pas. Jeu de rôle. Tant pis.